Bien, l'actualité, c'est en cette fin décembre, ou un peu plus de mi-décembre, à la veille de Noël, l'actualité des Gilets jaunes. Et moi, je voulais vous parler, évidemment, de la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire d'écologie. Donc le fil un peu conducteur, c'est de savoir s'il peut y avoir une concordance entre le jaune et le vert. Alors, ce mouvement des Gilets jaunes, il est évidemment, tout le monde l'a dit, composite, mais il est aussi très fort, hein. Peut-être le mouvement social le plus fort en France depuis 1995. Il est inédit, et par conséquent, ramener sur l'inédit des choses déjà dites auparavant fait problème. Je vais le faire quand même, bon, mais je m'amuse à m'autocritiquer là un petit peu. Alors, ce mouvement des Gilets jaunes, chronologiquement, c'est intéressant, il est né en Dordogne, près de Périgueux, sur Facebook, bien sûr, à l'appel d'un artisan, je crois, Noguero ou Noguera, les hommes en colère, quelque chose comme ça, le 27 janvier dernier. Et il a fait un appel sur un premier rond-point près de Périgueux qui a eu un certain succès, alors que la préfecture s'attendait à ce qu'il y ait 5 personnes, il y avait 250 personnes, et puis après ça fait tache d'huile, et ça s'est transformé avec le symbole en mouvement des Gilets jaunes, ce mouvement des en colère. Dans les premières revendications, il y avait justement beaucoup de choses hétéroclites, composites. Par exemple, l'accent était mis sur la lutte contre les radars, vus comme raquettes, mais aussi contre le passage de 90 à 80 km/h sur les routes. C'est des choses, évidemment, avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Puis il y avait plein d'autres choses qui s'assemblaient. La question du pouvoir d'achat surgissait évidemment, de la vie chère, du reste à vivre, mais aussi les vaccins par exemple. Donc toute une série d'obligations de l'État, une sorte de perte de souveraineté que les gens pouvaient ressentir. C'est intéressant de noter cela. Hein. Ce mouvement donc il est composite, il est inédit, on n'a pas tout dit, on n'a pas vu la fin du film si je puis dire, mais je note que quelque part, et là je ramène un peu l'inédit, l'inconnu au connu, qu'il s'agit d'une première révolte quelque part sociale écologique. Hein. Je reprends cette expression d'Éloi Laurent, hein, l'économiste écologiste bien connu, et en même temps il y a une grande confrontation et frustration par rapport à l'impôt et au consentement à l'impôt, ce qui a un côté plus boujadiste quelque part, diront certains. Mais cet impôt, il apparaît injuste, profondément injuste, parce que c'est pas la transition énergétique, écologique, ni les taxes, même si elles ont été remises en cause sur le carburant et la récupération du diesel par rapport à l'essence qui sont au centre, même si c'est les gouttes d'essence qui font déborder un petit peu le vase, c'est plutôt l'accès à l'énergie, et notamment pour la mobilité, mais aussi pour le chauffage dans les logements, qui est devenu inéquitable. C'est pour ça que je parle de révolte aussi, mais ce n'est qu'une des dimensions, je vous l'accorde, de révolte sociale écologique. Hein. Mais c'est la transition oligarchique aussi, hein, de Macron qui est en cause, hein, parce que Macron a beaucoup baissé les impôts des couches les plus aisées, il y a cette suppression symbolique de l'ISF qui fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'autres détails techniques, plus techniques, qui sont peut-être encore plus graves que la fin de l'ISF, et en tout état de cause, ça nous ramène, pour un écologiste, aux questions de précarité énergétique. Dans deux domaines où les dépenses contraintes sont très fortes et où du coup le pouvoir de vivre reste, ce qui reste à la fin, reste faible, c'est le logement avec notamment le poste du chauffage et c'est également un autre aspect de la précarité énergétique sur la question de la mobilité lorsqu'on est coincé, piégé en milieu périurbain ou rural et qu'on est obligé de se déplacer avec sa voiture diesel. Ici, bien sûr, sur la précarité énergétique, les écologistes ont dit tout de suite qu'il n'y avait pas d'écologie et pas de fiscalité écologique, en défendant les taxes pour autant, sans justice sociale. Et il faut donc marier le jaune et le vert, la demande de justice sociale et fiscale, avec une demande de justice climatique. En ce qui concerne l'habitation, le logement, bien entendu, les écologistes défendent un vaste programme de rénovation thermique des bâtiments qui ferait baisser la consommation, notamment de chauffage, même s'il ne s'agit pas, comme dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, de mettre tout sur le changement du chauffage au fioul pour des chauffages plus performants, si en même temps, si j'ose dire,
on n'isole pas les bâtiments, parce que sinon, on aurait au contraire une explosion, si on passe à l'électricité par exemple, ou même au gaz, une explosion du prix du chauffage. Il y a aussi cette idée que sur la mobilité, il faut proposer d'autres choses que la voiture individuelle, ou un autre usage de la voiture individuelle, comme j'en avais déjà parlé, comme l'organisation du covoiturage, y compris en milieu rural. Et puis l'introduction, je dirais, d'une taxe de carbone progressive. Une taxe carbone progressive, ça veut dire qu'on fixe une taxe carbone, mais avec des compensations financières, justement, le chèque énergie, qui doit être très sérieusement augmenté. Le gouvernement veut l'augmenter de 150 à 200 euros, c'est totalement insuffisant. Les grandes ONG rassemblées dans le réseau Action Climat proposent 600 euros. J'ai vu que Yannick Jadot faisait cette même proposition. On peut y ajouter une prime ou quelque chose comme ça de mobilité. Autrement dit, on redistribue l'argent de la taxe carbone en partie seulement, mais quand même. On peut utiliser, je dirais, 50% des 15 milliards que va donner très vite cette taxe carbone et cet alignement du diesel sur l'essence, d'une part pour des compensations sociales, pour accompagner de façon juste pour une transition sociale écologique juste, et d'autre part pour l'investissement aussi. Alors, un autre événement qui est passé quasiment inaperçu du coup, en raison du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'enfin, après des mois et des mois de retard, la programmation pluriannuelle de l'énergie s'est faite. J'en ai beaucoup parlé dans les 6 vidéos précédentes, et malheureusement, je dois dire que ce que j'avais anticipé s'est tristement réalisé. J'avais indiqué qu'il y avait plusieurs obstacles au fait que la transition énergétique en France avait pris beaucoup de retard et qu'il y avait une augmentation des gaz à effet de serre de façon très importante en France, presque plus de 3% par an ces dernières années, ce qui a été confirmé, alors qu'il faudrait les baisser au moins de 2% chaque année, donc un différentiel d'au moins 5%, c'est considérable. J'avais identifié notamment un obstacle financier. J'avais parlé, rappelez-vous, du sous-investissement public et privé et d'une demande de moyens financiers supplémentaires. Bien, malheureusement, lors de cette programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été présentée donc par M. de Rugy et par M. Macron le 27 novembre dernier, le 27 novembre 2018, il n'y a aucune nouvelle additionnelle sur la question des investissements. Il n'y a pas de grand plan d'investissement et c'est là la faille, la principale faille. Le fameux think tank dont j'avais parlé, I4CE, a renouvelé pour 2018 ses préconisations. Il montre, ce think tank, qu'il manque entre 20 et 30 milliards par an d'euros pour la transition, dont 10 milliards à minima pour le pouvoir public, l'État et ses opérateurs financiers. Et je rappelle que c'est 10 milliards à minima, car I4CE oublie, entre guillemets, l'agriculture et ses transformations, les industries et une partie du problème de l'accordement des réseaux si on veut développer les énergies renouvelables. Voilà, donc là, cette faille que j'avais notée sur le sous-investissement, que I4CE a repris, malheureusement se perpétue par une absence de financement, l'absence d'un grand plan d'investissement, ce que demandent les écologistes depuis un moment. Sur le deuxième élément sur lequel j'avais mis l'accent, c'est qu'avant de parler de mix énergétique et de production d'énergie renouvelable par rapport au nucléaire, au gaz, etc., il faut faire évidemment des économies d'énergie, il faut maîtriser la demande, c'est l'ABC, c'est le début de l'alphabet pour une transition écologique. Or, malheureusement, ce qui suppose qu'on mette les moyens pour la rénovation thermique des bâtiments, publics et privés, pour l'isolation. Et là-dessus, malheureusement, la loi de finances 2019 prive l'Agence nationale de l'habitat de 130 millions de son budget. Or, il n'y a par ailleurs aucune mesure concrète, sonnante et trébuchante et additionnelle sur la rénovation
et l'isolation des bâtiments. Je rappelle qu'il y a plus de 7 millions de passoires thermiques en France et plus de 3 millions de ménages qui sont en précarité énergétique par rapport à leur chauffage, qui se chauffent mal, parce que leur maison est mal isolée, et que, comme la PPE met l'accent là-dessus, le changement du mode de chauffage pour se passer du fioul est une bonne chose, s'il y a accompagnement social d'une part avec un vrai chèque énergie, mais aussi si la maison est isolée. Sinon, ça sert à peu de choses. On nous parle de 500 000 logements à rénover par an depuis 2012. Or, il y a une division par 2 du CITE qui est ramenée à 800 millions d'euros dans le projet de loi finance 2019. Or, c'est le principal outil financier qui était dédié pour le parc privé. D'après I4CE, là aussi, il manque, public et privé et particulier, entre 19 et 22 milliards d'euros par an, soit un manque de près de 8 milliards par an actuellement, dont 3 milliards au moins à minima pour les pouvoirs publics et l'État. Et puis il y a tout le problème de la qualité de cette rénovation à atteindre. Là-dessus, l'ADEME a fait une étude très intéressante récemment, que vous pouvez aller regarder sur son site, qui montre que 25% seulement des rénovations en 2015 et 2016 ont permis à la baisse de la consommation d'énergie des logements concernés, parce que ces travaux ont été partiels et non pas plus complets. Sur le troisième aspect que j'avais souligné, l'importance des transports et de la mobilité, puisque 30% environ des gaz à effet de serre sont produits malheureusement par les transports, on a des avancées, mais elles sont insuffisantes. Notamment, on a toujours ce focus que je dénonçais sur la voiture électrique. La voiture électrique, je le disais, est un élément de la solution, mais un élément seulement, ça ne peut pas être la brique centrale, alors ça l'est. Le plan vélo, il a eu finalement lieu, mais là aussi, insuffisance des moyens financiers, 50 millions au lieu des 200 millions que les experts et les ONG réclamaient. Sur la lutte contre l'étalement urbain, pas grand-chose, toujours pas de moratoire sur les hypermarchés, les supermarchés au bord des villes, ou sur leur extension. Des éléments sur les transports en commun qui peuvent être intéressants si on ne ferme pas les petites lignes, et si on développe par exemple les cars scolaires qui existent dans le milieu rural, si on les déscolarise, c'est-à-dire si on les utilise davantage pour les gens, avec l'organisation en mairie ou à la préfecture, dans le département, d'un covoiturage organisé, pourraient être des éléments qui changent l'usage de la voiture individuelle en milieu rural. Au lieu d'être une personne, on peut être 2 ou 3, on peut partager les frais. Ce sont des éléments très importants. Là-dessus, rien du tout, je dois le préciser. Sur l'élément, le quatrième élément, qui est la baisse de l'énergie consommée, de la consommation, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. La baisse de la consommation de l'énergie finale dans la PPE, c'est actuellement 7% en 2023, 14% en 2028. C'est évidemment très en retrait par rapport à ce qui était prévu et à la dernière PPE, qui prévoyait une baisse de 12,5% en 2023 et de 20% en 2030. Là, il y a vraiment mal donne. Et évidemment, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens, notamment pour le plan ambitieux de rénovation thermique des bâtiments pour leur isolation. Et la cause du sous-financement public est toujours là. Enfin, sur les énergies renouvelables, il y a des choses, il faut le dire, il y a des choses intéressantes, mais notamment sur le solaire. Et notamment, je mettais beaucoup l'accent là-dessus, sur le solaire au sol, à travers des grandes centrales au sol. Je posais la question de savoir s'il y aurait une confrontation avec l'usage agricole des sols, s'il y aurait assez de foncier. Eh bien, l'ADEME, qui a publié très récemment une étude, montre qu'en fait, on a un potentiel de 95 gigawatts au sol et de 123 gigawatts sur des grandes et moyennes toitures en France, ce qui est tout à fait considérable. Dans l'étude de 2015 de l'ADEME, on ne parlait que de 47 gigawatts. Dans une étude plus récente, de 53 gigawatts au sol, vous voyez qu'on monte à 95 gigawatts.
il y a les études du CEREMA qui ont permis ces ajustements à la hausse. Donc c'est très important de développer ce solaire, sauf que développer ce solaire en maintenant le nucléaire, comme la PPE le propose, à un très haut niveau, est un paradoxe, un vrai paradoxe, qui aboutit à ce que j'avais dénoncé, à un surplus de production d'électricité, un triplement de la nécessité d'exporter sur la plaque ouest occidentale, ce qui est totalement irréaliste et qui va poser d'énormes problèmes économiques. Sur l'éolien, il y a également un développement, mais notamment sur l'éolien terrestre, qui a un potentiel, lui, d'après l'ADEME, de 120 gigawatts de 120 gigawatts au sol, mais malheureusement, et les professionnels de l'éolien l'ont noté, il y a une grave insuffisance sur l'éolien marin, qu'il soit posé et surtout l'avenir qu'il soit flottant. Or, pourtant, l'ADEME nous dit 20 gigawatts potentiel d'éolien marin posé, 46 gigawatts d'éolien flottant, c'est quand même pas rien. Je rappelle là-dessus également que EDF aujourd'hui ne dit plus que ces énergies renouvelables ne sont pas compétitives au plan économique. Hein. C'est évident. Hein. Le gros problème, c'est que EDF et les nucléocrates nous proposent que le solaire et l'éolien ne se substituent pas au nucléaire, mais s'y rajoutent. Ce qui est un paradoxe, parce qu'on est en surproduction à ce moment-là d'électricité. Je rappelle également, c'est un point très très important, sur le nucléaire, pour finir, qu'il y a un véritable paradoxe dans la PPE, puisqu'on ferme très très peu de centrales nucléaires dans le quinquennat. 2 prévues déjà sous Hollande, Fessenheim. 2 en 2028, deuxième quinquennat. Fin du deuxième quinquennat, ou même après, et conditionnellement 2 autres, avec une perspective de fermer, paraît-il, 14 réacteurs d'ici 2035. Or, comme RTE, le réseau de transport d'électricité, nous explique très bien que d'ici 2035, on aura une stabilité de la consommation autour de 482 TWh, malgré l'introduction de nouveaux usages comme le numérique et la voiture électrique, se pose un gigantesque problème. Ce problème est très simple, c'est une simple règle de 3. Si l'on enlève 14 réacteurs, on a une production qui revient à 52 gigawatts par rapport aux 62,5 gigawatts du nucléaire actuel. D'accord. Et on dit que c'est la moitié, 50% de la production électrique. Mais si on double, ça veut dire 340 TWh multiplié par 2, ça fait 680 TWh. Or, la consommation nous explique qu'elle est stable et qu'elle va être de 482 TWh. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait du reste? Le reste, il est énorme. On a un excédent de production d'électricité, et ce sans construction de nouveaux EPR qui ne sont pas fermés avec les nouveaux EPR, je dirais low cost, moins chers mais peut-être moins sûrs, que nous propose à l'étude EDF et que Macron laisse comme perspective ouverte. On a presque 160 TWh, et négation mégawatt dit même 240 jusqu'à 243 TWh en trop. Donc ça veut dire multiplier, non pas par 3, mais même par 4 le niveau actuel de nos exportations. Quand on sait, je l'avais rappelé, que la plaque ouest occidentale est saturée, et qu'elle est elle-même, à part peut-être quelques petits pays comme la Belgique, en surproduction d'électricité, on ne voit pas économiquement le sens de cette perspective. J'ajoute, et c'est un point très important, que le solaire et l'éolien ne doivent pas être additionnels, mais doivent remplacer le parc nucléaire qui est, je le rappelle, très vieillissant, donc d'énormes problèmes de sécurité à venir. Quant au nouveau nucléaire, il est tout à fait hypothétique et extrêmement cher,
comme le PR, hein, près de 11 milliards aujourd'hui d'investissement, ce qui est considérable, et 110 € le kilowattheure vendu pour l'Angleterre. Hein. Je rappelle que les derniers appels d'offres pour les centrales solaires au sud de la Loire en France, c'est 55 € le mégawattheure. Alors, EDF nous dit oui, bien sûr, mais vous ne comptez pas le coût du stockage, vous ne comptez pas le coût du raccordement. L'ADEME a montré que même dans un scénario 100% d'électricité renouvelable, le coût supplémentaire du stockage et du backup, c'est 8%. Donc le compte n'y est pas, les énergies renouvelables restent très compétitives. Et à propos du stockage, je vous conseille d'aller sur le site d'un analyste français qui est membre de l'Agence internationale de l'énergie, Cédric Philibert, Philibert, qui montre que la technique des steppes est très au point et que le potentiel français des steppes est considérable. Non pas celui des barrages et de l'hydroélectricité, justement il explique qu'il faut différencier, mais actuellement on a 124 sites en France de steppes et le potentiel immédiat, dans les années immédiates, c'est presque 3 fois l'existant pour produire et stocker de l'électricité, et que le potentiel sur 2 décennies qui s'ouvrent, c'est 418 sites, c'est-à-dire 22 fois l'existant. Vous voyez que même sans avoir accès à des technologies moins matures, encore assez coûteuses, mais prometteuses comme le power to gas, la simple existence en France, et c'est vrai aussi en Europe, des steppes permet de régler la question du stockage. Et que ce coût du stockage et du backup n'est pas considérable. Par contre, je rappelle que la Cour des comptes nous parle de 100 milliards d'euros à investir sur 10 ans, simplement pour les grands travaux du carénage, si l'on devait prolonger jusqu'à 50 ou 60 ans nos centrales nucléaires actuelles, auxquelles il faut ajouter le fait nouveau qui a été mis en avant notamment par un journaliste du Parisien qui vient d'écrire un livre sur le nucléaire, une catastrophe française, livre que je vous conseille, qu'on va vers une rupture des piscines de stockage quant à leur possibilité de stocker. Elles ont été conçues pour 40 ans. Et qu'il faut donc renforcer les 58 piscines qui existent. Le coût est estimé à 1,5 milliard par piscine. Je vous laisse faire le calcul. Les 4 de la Hague qui sont beaucoup plus importantes, ça représenterait, rien que leur rénovation et leur extension, plus de 10 milliards. Voilà. Et donc, 12,06 € le kilowattheure indexé sur l'inflation pour les nouveaux EPR, le nouveau nucléaire, 8 cents à peine, et déjà aujourd'hui pour les centrales solaires au sol, je crois qu'il n'y a pas photo en termes de compétitivité économique, et je rappelle que les centrales solaires au sol, elles sont compatibles avec des activités agricoles, c'est ce qui se passe actuellement avec la centrale qui vient d'être construite dans les Pyrénées, qui est compatible quand on élève les panneaux solaires et qu'on les met aussi avec des trackers pour suivre la courbe du soleil, compatible avec toute une série d'activités agricoles, notamment dans le sud de la France, avec la viticulture, mais aussi avec l'apiculture, et aussi avec l'élevage au vin. Le dernier point que je voudrais dire, parce que le mouvement des Gilets jaunes s'est beaucoup concentré, en quelque sorte, comme parti automobiliste sur l'automobile comme vache à lait, c'est qu'il y a un véritable scandale qui vient d'être dénoncé par la Cour européenne suite aux propositions de la Commission sur le niveau de pollution d'oxyde d'azote et CO2 des voitures. Et on s'aperçoit quand même qu'en Europe, il y a, et en France, par exemple en France, il y a plus de 8 millions de véhicules diesel qui sont hors normes par rapport à la légalité. 2,4 millions de PSA, 2,4 millions de Renault. Et que contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis par rapport à Volkswagen ou en Allemagne même, le pouvoir français est plein de duplicité, puisqu'il ne demande aucun effort particulier aux constructeurs automobiles pour rapatrier une partie de ces véhicules, les recalibrer. Or, on sait qu'il y a un lien entre ces pollutions et le coût également des véhicules, notamment en carburant. Ça serait environ, les experts d'AutoPlus l'ont calculé, Yannick Jadot l'a très bien relayé, 400 € d'économie par an. Voilà ce qui devrait aider
aux revendications des Gilets jaunes. Et puis pour finir, je reste toujours très étonné de ce focus dans la PPE sur la voiture électrique, avec l'oubli d'autres carburants, par exemple, je le rappelais, le biométhane, la voiture au gaz naturel ou au gaz vert, l'hybride bien sûr. On va me dire tout ça coûtera cher parce qu'il y a double motorisation. Alors, raison de plus pour demander aux constructeurs automobiles qui, en 1985, du côté de PSA et Renault, parlaient d'une voiture aux 3 litres et demi, de faire des voitures abordables en prix qui fonctionnent à l'essence, mais aux 3 litres et demi, ce qui est tout à fait réaliste techniquement pour les voitures, ce qui diminuerait beaucoup de moitié, puisque c'est 7 litres et demi 7 litres en moyenne, nos gaz à effet de serre, et qui limiterait également le paiement à la pompe, qui est dû aux taxes, mais qui est dû aussi, rappelons-le, au yo-yo du prix du pétrole. Hein. Donc s'affranchir de ces taxes, c'est s'affranchir à un moment ou à un autre du pétrole. D'où l'idée d'un grand plan, effectivement, d'investissement sur la rénovation thermique des bâtiments, sur la mobilité et sur le développement massif des énergies renouvelables avec de la sobriété. Et cela permettrait peut-être un débat, une discussion, des conjonctions entre le mouvement vert et le mouvement des Gilets jaunes.